Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure du grand retour des émissions à des horaires accessibles, accessibles au plus grand monde. C'est surtout le retour de Lucarne américaine. Bien content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Je crois que la dernière, c'était, ça doit remonter avant la Copa América même, parce qu'il me semble pas qu'il y en ait eu d'autres depuis. Bref, ça fait un sacré bout de temps. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, à Rami, Nostromo, Red le Rouge, parce que Lucarne américaine, c'est tous les lundis à 22 heures, presque tous les lundis à 22 heures, et c'est l'occasion donc de faire le tour des Amériques, comme on le dit, pendant une heure et demie, et en pointant sur quelques news et autour d'un dossier qui justement traite de l'un de nos championnats ou qui fait des parallèles. Vous allez le voir, ça va être le cas de ce soir, qui essaye de voir comment certains de ces championnats-là peuvent inspirer peut-être d'autres championnats, et notamment le championnat de France, parce qu'il va être question de ça ce soir, notamment avec la MLS. Je me rends compte que je vous ai pas fait de visuel pour le sommaire, et c'est pas grave, on va faire comme ça, à l'ancienne, sans visuel. Euh, en gros, concrètement, on va avoir une première partie où ça va être les news de la semaine. On va aller un petit peu en Colombie, enfin beaucoup en Colombie même, malheureusement, avec ce qui s'est passé la semaine dernière. On va revenir un petit peu sur les événements de compétition continentale en Amérique du Sud avec la Libertadores et la Sudamericana. Et puis on parlera un petit peu d'actualité internationale avec la Coupe du Monde des clubs et l'Intercontinental notamment. Ça, ce sera pour les news. Et dans la deuxième partie de l'émission, on fera un petit dossier où on se posera la question de savoir si la Ligue 1 pourrait pas s'amuser, enfin s'amuser non, pourrait pas s'inspirer tout simplement de ce que fait la MLS depuis plusieurs années, parce que vous allez voir, je vous donnerai les raisons un petit peu plus tard, et forcément, dernière partie de cette émission, euh, les golasso hello, comme d'habitude. On respecte les traditions, on va pas y mettre fin maintenant, hein. On est de retour, c'est aussi pour les golasso hello, qui, je le rappelle, comme on est dans lucarne américaine, sont spécifiques aux Amériques. Donc, si vous avez des golassos en Afrique ou en Asie, eh bien malheureusement, c'est pas dans l'émission. Voilà, il faudrait qu'on fasse des émissions spéciales Asie et spéciales Afrique. Afrique, ça m'étonnerait, mais surtout, euh, spéciales Asie. Il faut que j'en discute avec certains de mes Asiatiques. La Brune ne s'inspire pas des autres, il est au-dessus de tout ça. Ouais, justement, bah, on va voir comment il peut être au-dessus de tout ça. L'Intercontinental a de quoi faire jaser avec sa formule, on va en parler exactement. Nostromo, ravi de te retrouver d'ailleurs. Je vous ai salué, j'ai salué ceux qui sont dans le chat. Je rappelle à ceux qui nous écoutent en replay que si vous voulez participer en direct, c'est le lundi, c'est à 22 heures, c'est sur Twitch ou sur Kick, vous choisissez votre plateforme. Le temps pour moi aussi de saluer ma foi et de le remercier pour le sub, hein, parce que je l'ai vu passer, tu l'as fait en discret dans la nuit, mais je l'ai vu ma foi. Merci à toi. D'ailleurs, vous pouvez en profiter si vous voulez soutenir Hello. Vous pouvez prendre des subs sur Twitch ou sur Kick, ou alors si vous voulez vraiment avoir des contreparties, vous pouvez acheter nos magazines. Je suis en train de regarder de tourner les yeux pour voir si j'en trouve un dans le coin. J'en ai pas. Acheter nos magazines, que ça soit en papier, parce qu'il en reste quelques-uns, vous allez trouver ça sur le site, ou en digital. Et là, ils y sont tous forcément, puisque c'est en digital, et puis c'est moins cher, hein, c'est 4 euros la formule digitale, chaque magazine. Ou sinon, vous procurez nos livres, et je vous rappelle par exemple que le dernier, c'est celui-ci du foot et des jeux. Ça parlait de football aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de dédicace pour Michel Platini, mais on pourrait peut-être lui envoyer. Si quelqu'un a son adresse, on lui enverra. Bref, j'ai reçu ton message, Red. Je m'en occupe. J'ai vu ton message. Voilà. J'ai pas regardé ce qu'il y a dedans, mais j'ai vu ton message. Voilà, je m'en occupe. T'inquiète. Je vois de quoi ça parle et je vais regarder. T'inquiète pas. Voilà. J'espère que vous êtes confortablement installés après ce magnifique tunnel d'introduction de 7 minutes. Et oui, déjà. On va donc y aller. On va commencer. On va envoyer. On va y aller avec les news de la semaine. Et pour les news de la semaine, je le disais, on va démarrer en Colombie. Pas forcément pour de bonnes choses. C'est un peu terrible parce que même quand on est avec Pierre, on va souvent en Colombie pour pas forcément les bonnes raisons. Ben là, on va être obligé de ne pas y aller pour les bonnes raisons. Parce que il s'est passé des choses. On a vécu, entre guillemets, une nouvelle semaine noire pour le football en Colombie. Jeudi soir, l'Atlético Nacional accueillait Junior de Barranquilla, deux grosses équipes, hein, deux géants, qui sont pour l'instant à peu près, allez, mi-tableau, première partie de tableau. Je peux vous montrer le classement.
Je vais vous montrer le classement, même si vous allez voir, il a pas grand-chose, il veut pas dire grand-chose parce que vous le voyez, hein. Si j'espère que vous le voyez, faut avoir de bons yeux. Mais concrètement, voilà, il y a des équipes qui ont joué, 12 matchs, d'autres qui en ont joué 9, donc c'est assez difficile à lire. Bref, tout ça pour dire que ces 2 équipes-là, l'Atlético Nacional et Junior, s'affrontaient à l'Atanasio Girardot. Le match se déroulait, somme toute, assez normalement, jusqu'à un deuxième but inscrit par l'Atlético Nacional à la 54e minute par Marino Inestrosa. C'est donc le but du 2-0 et c'est le but qui a ouvert les portes de l'enfer. Je vais vous montrer des images. Si vous écoutez les replays en podcast, je vous invite à aller voir si vous voulez voir les images du côté de YouTube. Les images, les voici. C'est parmi les images et c'est parmi les plus soft, c'est juste des images de loin. On va y aller mollo. Vous le voyez, il y a d'énormes mouvements de foule du côté du parkage visiteur, entre guillemets, que vous voyez. Junior est en rouge et blanc. L'Atlético Nacional qui joue chez lui est en vert et blanc. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous pouvez identifier. Vous voyez qu'il y a un énorme mouvement de foule. Vous allez même voir des gens se jeter du haut de la tribune vers les tribunes inférieures. Voilà, vous en voyez quelques-uns. Et donc, vous en doutez, forcément, il y a eu d'énormes bagarres qui ont eu lieu durant ce match, qui ont éclaté dans la tribune nord de l'Atanasio Girardot, donc entre des supporters de Junior et des supporters de l'Atlético Nacional. Alors, ça va être difficile pour l'instant de dire qui a commencé, qui a fait quoi. Ce que l'on sait, c'est que des supporters de Junior auraient volé des drapeaux de l'Atlético Nacional. Ça s'est chauffé un petit peu avant et le but a mis véritablement le feu aux poudres. On ne va pas entrer dans le débat de savoir qui a commencé, qui est responsable dans les supporters. Vous avez vu certaines choses, j'espère que vous les avez notées. Au pire, je vous remontrerai les images qui sont importantes à noter. On y reviendra un petit peu plus tard. On va juste regarder du côté des conséquences pour l'instant. Le bilan, l'un des bilans, les derniers bilans que l'on a vu passer, 25 blessés, 3 dans un état grave quand même. Une bagarre qui s'est prolongée, vous l'avez vu, tout au long de la tribune et qui s'est même poursuivie sur le terrain. On a vu des images absolument terribles. Je vais vous passer les images. On va s'en passer de ces images-là, je ne vais pas vous les mettre. Il y a des images d'une extrême violence. On a vu par exemple des joueurs de Junior en train de sauver, entre guillemets, un supporter qui était en train d'être passé à tabac, carrément sur le terrain par des supporters de l'Atlético Nacional. Donc je vais vous faire grâce de ces images-là. Elles sont violentes, vous les trouverez si vous avez envie de les voir, vous les trouverez sur les différents réseaux sociaux. Et tout cela forcément arrive dans un contexte un petit peu particulier avec une recrudescence de la violence autour du football en Colombie. Je ne vais pas remonter jusqu'à ce qui s'était passé lors de la Copa América et du fameux match entre la Colombie et l'Uruguay. On s'en souvient tous, on sait tous ce que ça avait induit derrière. On se souvient aussi, par exemple, des conférences de presse de Marcelo Bielsa à ce sujet-là. On y reviendra. Je fais juste un break pour saluer Gros 1980 et Isanoé qui viennent d'arriver. Donc, on va pas remonter jusqu'à la Copa América avec des supporters colombiens impliqués là-dedans. Juste sur les 15 derniers jours, à peu près, enfin, on va dire sur le dernier mois, il y a un contexte très très lourd. On a vu par exemple la rencontre entre le Deportivo Cali et la Equidad être totalement, la diffusion de cette rencontre être suspendue par le diffuseur officiel Winsport parce que pour une raison, vous le voyez ici, leurs techniciens ont été agressés par des supporters durant le match et donc ils ont coupé la transmission, ils ont tout arrêté parce que voilà, et vous le voyez, ils ont coupé la diffusion à partir de la 70e minute de jeu. Pour les sanctions sportives, Red, on va en parler dans un instant. Tu vas voir, je fais une petite mise en contexte et on va replonger sur ce qui s'est passé à l'Atanasio Girardot. Bref, tout ça pour dire, cette retransmission, c'était lors de la 11e journée de Liga Betplay, s'appelle Liga Betplay, du nom d'un sponsor qui est un site de paris sportif. Bref, arrêté à la 70e minute entre le Deportivo Cali et la Equidad. D'ailleurs, la situation à Cali est assez chaude. On a vu par exemple un joueur du Deportivo Cali publier une sorte de communiqué, Andrés Andrade, vous le voyez, qui date du 20 septembre. C'est pas vieux, ça a 10 jours concrètement. Où il a expliqué que, il a expliqué à quel point le contexte était lourd en ce moment du côté du Deportivo Cali, et il explique par exemple qu'ils sont victimes d'agressions directes ou indirectes et qu'il y a des gens qui insistent à la violence contre lui et les membres de sa famille. Donc vous voyez, c'est quand même très
très, très, très lourd. D'autant qu'il y a eu donc ces débordements et tout, il y a eu des réactions hein, du côté de Cali. On a vu le président, notamment du Deportivo Cali, qui a pris la décision comment dirais-je, de fermer la tribune, de fermer les tribunes dans lesquelles il y a eu des soucis, et annoncer la suspension pour 3 ans des supporters qui étaient impliqués, qui étaient identifiés dans les débordements. Bon courage à lui. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un contexte un petit peu violent dans le paysage footballistique colombien. On va pas dire que c'est entièrement uniquement lié au football, juste pour vous dire, hein, il y a quand même un facteur social, c'est assez pesant pour le moment en Colombie. Il y a différentes études, différentes publications qui sont sorties. On a vu par exemple 36% d'augmentation du nombre de groupes armés en Colombie au premier trimestre 2024, près de 272 épisodes de violence. La Croix-Rouge elle-même a alerté, a publié un rapport, je vous mettrai le lien si vous le voulez dans la description, sur la situation, hein, une situation qui empire dans certaines régions. Vous verrez, c'est quand même assez terrifiant les chiffres des victimes de différentes exactions. Mais bon, on n'est pas là pour faire une analyse sociologique, c'est pas le débat, ça demanderait beaucoup de temps, ça demanderait des intervenants aussi qui sont impliqués là-dedans. Et là, pour le coup, on n'est pas dans ces causes-là. On va juste regarder un petit peu, on va revenir au football. Et on va voir qu'il y a quand même d'autres gros soucis qui se posent autour de ce qui s'est passé à l'Atanasio Girardot. Alors si je ne vous montre pas certaines images que j'ai dit d'une violence extrême, c'est parce qu'il y a certaines images qui font quand même terriblement peur. Et je vais juste vous montrer quelques photos. Rassurez-vous, il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de violence. Il y a juste que lors de ces débordements qui ont donc forcément tous été filmés, on a vu ce genre de personnes dans les tribunes. Et si vous regardez bien le personnage central de cette photo, vous verrez qu'il a un couteau dans la main. Et on en a vu plusieurs avec des couteaux dans les mains. Vous avez ce garçon-là, vous avez ce garçon-là qui même est en train probablement de mettre un coup, et vous avez ce garçon-là. D'ailleurs, ce garçon-là, il y a d'autres images où on le voit étalé au sol plusieurs minutes plus tard. Bref, c'est un autre débat, mais vous voyez donc que des gens sont entrés dans le stade avec des couteaux. Certains témoins parlent de machettes, etc., etc. Bon, on n'a pas d'image là-dessus, mais bon, voilà. Vous voyez qu'il y a des armes blanches qui sont entrées dans le stade. Voilà, ils viennent au stade avec des couteaux. Oui. Bonsoir à toi, Rodolphe. Ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Et qu'est-ce que je voulais dire? Plusieurs témoins interrogés justement dans la presse colombienne, ont insisté sur un souci qui s'est posé à l'entrée du stade. Ce souci, c'est qu'il n'y a pas de fouille. Il n'y a juste absolument pas de fouille, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'encadrement. Et si vous avez bien fait attention aux images, alors je peux vous les remontrer brièvement, regardez bien, je ne sais pas si vous verrez bien, la sécurité autour du parcage visiteur, c'est une corde et 3-4 stadiers. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de force qui sépare les gens les uns des autres. Tranquillou, c'est pour couper des sandwichs, probablement. Mais ça pose donc un problème là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fouille au stade et il n'y a pas d'encadrement des supporters adverses. Alors forcément, on en arrive à une grande question qui est de savoir qui va être responsable de tout ce qu'il s'est passé là. Parce que forcément, si on laisse n'importe qui entrer dans un stade et qu'on laisse des gens entrer dans un stade avec des armes, avec des couteaux, voilà, je vous remets l'image, elle est quand même terrifiante. On sait jusqu'où ça peut aller, surtout qu'on sait que on peut avoir des gens très particuliers dans le stade. Ouais, ça fait vraiment froid dans le dos, on est d'accord. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même comme un petit soupçon de scandale dans cette histoire. Entre les bagarres, les mouvements de foule et les agressions, il peut y avoir des morts. Exactement. Les responsables, c'est les autorités. Ben justement, la grande question, c'est de savoir qui sont les responsables. Et forcément, on se tourne en premier lieu vers la DIMAYOR et vers son président, Fernando Jaramillo. Ce dernier, on va s'en tourner aussi vers les clubs. On va en parler dans un instant. Alors, ce cher Fernando, vous allez voir qu'on est dans une guerre de posture et de prise de position. Ce dernier a déclaré que c'était inadmissible de voir ce type de scène, qu'il fallait travailler sur des mesures préventives. Et parmi les mesures préventives auxquelles il a pensé à la suite de ces débordements, c'est peut-être mettre en place des systèmes de détection de métaux dans les stades. On rappelle qu'il y a plusieurs années, ils ont parlé de mettre des sortes de fan ID comme l'on voit dans certains pays, c'est-à-dire que chaque place est nominative avec, je crois que c'est le cas par exemple au Mexique où chaque visage est scanné et est reconnu. Rajouter un 4e stadier, peut-être aussi, Rodolphe. Bref, il veut travailler sur des mesures préventives. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a quand même donc cette réaction de Fernando Jaramillo,
On a aussi et une deuxième corde probablement, et on a aussi la réponse officielle de la Di-Mayor, forcément. Alors la Di-Mayor, elle a commencé par publier un tweet dans lequel alors, il est écrit en espagnol, mais je vais vous le traduire brièvement. Ils informent d'abord que la partie entre l'Atlético Nacional et Junior a été suspendue pour faute de garantie de sécurité, pour faute de sécurité, et que forcément la Di-Mayor répudie, rejette catégoriquement les actes de violence qui peuvent toucher la fête qu'est la fête du football, que les stades, les enceintes sportives de notre pays doivent être dans une atmosphère saine et conviviale. Bref, donc ils appellent tous les supporters à ce qu'ils vivent la fête du football dans la paix. Bref, au Mexique, j'y étais, le scannage du visage, c'est pas ça. Non, mais il a été mis en place. Et en Colombie, on en avait parlé il y a quelques années. Il y a encore des choses, mais bon, voilà. La police colombienne, tu fais bien de poser la question. On a eu une réponse, une vidéo du ministre des Sports, de la ministre des Sports colombienne. Je vais vous en faire grâce aussi parce que c'est juste de la posture. Elle appelle tout le monde à faire la paix, à dire que voilà, c'est pas bien, c'est méchant, c'est pas bien, et qu'on va travailler avec les autorités pour y remédier. Voilà. En gros, ils vont attendre qu'il y ait véritablement des morts. Enfin bon, en gros, ils font rien. Et on va revenir sur la Di-Mayor parce que c'est quand même, vous allez voir. Réaction de la Di-Mayor pour la journée suivante, ils ont lancé leur première action qui a fait suite à ces débordements. Ça a été de mettre en place une campagne no más, porque somos más, plus jamais parce que nous sommes bien plus que ça. Donc une campagne d'appel à la paix avec une mesure phare qui a été indiquée sur leur communiqué officiel à ce moment-là. Les capitaines des équipes allaient entrer lors de la journée suivante, donc celle qui est en train de se terminer. Je crois qu'elle est en train de se terminer. Elle s'est terminée ou elle est en train de se terminer. Elle se termine ce soir. Les capitaines vont pénétrer sur la pelouse avec le maillot de l'adversaire. Oui, portant le maillot de l'adversaire. Le but, c'est, je cite, pour un maillot, il ne peut y avoir des blessés et des morts dans un espace de joie et de paix qu'est le football. Voilà. On aurait envie de rigoler si ce n'était pas grave. Mais voilà, pour l'instant, voilà ce que fait la Di-Mayor. Voilà la première réaction de la Di-Mayor. Vous voyez, ça donne ce type d'image. Vous voyez ici Dario Moreno avec l'Once Caldas qui porte le maillot du DIM. Voilà, d'Independiente Medellín à l'occasion du match. Voilà, c'est magnifique. C'est véritablement avec cela que, exactement comme le dit Al-Rami, que ça va tout changer. J'ai l'impression que tout le monde a peur de se mouiller. C'est presque à celui qui va prendre la patate chaude. Exactement, Nostromo. Bonsoir à Aldecool qui vient d'arriver dans le chat. Et donc ça, c'est la réaction de la Di-Mayor. On verra s'il y a d'autres choses. Maintenant, il y a la réaction des clubs, forcément. Alors, pour Junior, on va aller vite. Ils ont perdu leur 5G entre le deuxième but et hier matin, à peu près. Avant-hier. Donc, ils ont 24 heures où ils n'ont plus de réseau. Voilà. Et donc, on est passé de la fin du match à ça. Donc voilà, concrètement, il s'est rien passé. Réaction, elle découle au débordement qu'il y a eu en Colombie entre Atlético Nacional et Junior. Donc, Junior, pas de réseau. Donc, pas de réaction officielle. Et donc, forcément, l'Atlético Nacional, lui, a réagi en publiant un communiqué. Alors, là aussi, si vous avez les images, il n'est pas forcément facile à lire, mais très honnêtement, il n'y a rien à lire. On va le dire clairement. Il n'y a absolument rien d'intéressant à lire. Il est vide. Ce communiqué. En gros, l'Atlético Nacional nous explique qu'ils font tout pour trouver des solutions, pour chercher des solutions, et rappelle qu'ils ont un programme pour rendre le football un peu plus convivial et machin, et plus familial justement, puisque c'est un programme qui permet aux familles et aux enfants d'aller dans le stade. Voilà. En gros, c'est du blabla et il n'y a rien du tout. Et forcément, ils condamnent la violence, ils condamnent ci et ils font tout ce qu'il faut. Voilà, c'est comme dit Nostromo, circuler, il n'y a rien à voir, une magnifique page remplie de vide, exactement comme quoi vous voyez que le vide parfois peut être plein. Bref, vous avez 2 heures. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est tout de suite passé à la suite. On a continué de jouer, on est reparti comme en avant. Il y avait eu des rumeurs comme quoi est-ce que bon, il serait peut-être pas temps de suspendre un petit peu le championnat, là, ça devient franchement violent.
il va falloir faire quelque chose. Je le disais, Cali, les débordements dans les tribunes. Bon, eh bien, non. Fernando Jaramillo, lui, avait bien précisé que non, on ne suspendrait pas le championnat. Par contre, le match, lui, il est terminé. Et on va en revenir à cette question de savoir justement qui peut, qu'est-ce qui peut se passer derrière. Parce que le match est officiellement terminé. Je rappelle qu'il y avait 2-0 pour l'Atlético Nacional, qu'il est arrêté peu avant l'heure de jeu, donc il restait une bonne demi-heure à jouer. Et donc forcément, on se tourne vers les règlements. Parce que la grande question maintenant est de savoir, comme le match est terminé, qui va prendre 3 points dans l'histoire. Vous voyez le truc. On est dans de la politique. Hein. Donc voilà. Je ne pense pas que la suspension soit une idée. Non, mais après, tu vas voir, il y a eu une réaction, une action concrète qui a été menée par le maire de Medellín. On va en parler dans un instant. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la bonne idée non plus. Mais bon, bref. Le truc, c'est qu'en fait, dans l'histoire, personne n'est responsable et tout le monde s'en lave les mains. Le communiqué de l'Atlético Nacional, c'est juste tranquille, on se lave les mains. Nous, on a des campagnes de paix. C'est vachement rude ce qui s'est passé. Et puis voilà. Bref, tout ça pour dire, tout le monde est en train de regarder le règlement. Et vous allez voir que c'est pour ça que certains n'ont pas de réseau et que certains autres essayent de se montrer patte blanche. Sur le règlement, les sanctions sont prévues contre le club local s'il ne peut garantir la sécurité dans son stade. Et normalement, si un match est arrêté faute de sécurité, donc qui est à la charge du club local, je ne sais pas si ça vous rappelle pas un certain River Boca en finale de Libertadores, normalement, ce club-là doit perdre 3-0 sur le papier et peut récupérer déjà des amendes et ensuite une perte de points en championnat. Et donc l'enjeu est là. On est en train de se battre pour savoir qui est responsable. Et vous comprenez que du coup, personne ne l'est. Et ça va être très compliqué de trouver des responsables à cela. La seule chose que l'on peut dire par rapport à cette histoire-là, je vais vous remettre les images une dernière fois et puis on va conclure cette partie sur ces images-là. La seule chose que l'on peut dire, c'est que le maire de Medellín, donc Federico Gutiérrez, lui, a pris des décisions, et une décision, il a annoncé la fermeture du stade, donc huis clos pour les 2 prochains matchs, et surtout, il ferme ses frontières, comme il l'a dit, il interdit totalement les déplacements de supporters adverses jusqu'à la fin de l'année et pour toute l'année 2025. Concrètement, il n'y aura plus de supporters visiteurs qui vont aller dans les stades de Medellín à partir de maintenant. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions, mais voilà, c'est-à-dire que quand personne n'est responsable et quand personne ne met les choses en place pour que ça se passe bien, parce que franchement, on a vu qu'il y a d'énormes défaillances dans cette histoire, eh bien, on finit par taper sur l'ensemble des supporters. Y a-t-il une recrudescence des violences autour du foot en Amérique du Sud ou c'est juste plus médiatisé ? Il y a des zones où ça remonte un petit peu en termes de violence, elle découle. Voilà, ça fait un peu le yo-yo, c'est pas plus médiatisé qu'avant, parce que là, j'ai montré des photos avec des gens dans les tribunes qui ont des couteaux et tout. On a des photos des classes, notamment du côté de Rosario, où on voyait des gens avec des machettes dans les années 90, début des années 2000. Donc voilà. Le fait est que telle est pour l'instant la seule solution et on imagine que ça sera la seule solution qui sera prise, c'est-à-dire qu'ils vont fermer, et c'est les pouvoirs locaux, c'est-à-dire que ni la DIMAYOR ni les clubs ne vont faire quoi que ce soit. Comme ça, personne ne va chercher trouver de moyens pour régler les potentiels problèmes ou pour les diminuer. Et donc, pour paraphraser Bielsa, je parlais des événements de Colombie-Uruguay, pour paraphraser Bielsa, on va juste s'attaquer à tout, sauf aux vrais responsables de ces débordements qui permettent, aux vrais responsables de ceux qui sont ceux qui permettent ou qui laissent ces débordements intervenir, faute d'assurer la sécurité dans les stades. Voilà pour la Colombie, c'était un petit peu lourd. Il y a des réunions qui sont prévues à la DIMAYOR ce lundi, donc certaines réponses, les sanctions, que va-t-on faire de ce stade, et peut-être d'autres réponses pourraient tomber dans la soirée au moment où on fait cette émission. Je vais surveiller et on fera, s'il y en a, on fera une petite mise à jour dans le prochain Lucarne américaine pour voir justement vers où ça va. On va rester en Am Sud et on va passer à des choses quand même un petit peu plus sympathiques. On va parler de football un petit peu, ça va faire du bien. On va faire un retour sur les quarts de finale des 2 compétitions continentales que sont la Libertadores et la Sudamericana. Ils vont aussi dire que ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, c'est possible. C'est possible, Nostromo. Non, mais en fait, tu t'aperçois que dès qu'il s'agit de prendre
dès qu'il s'agit de prendre des décisions ou d'assumer des responsabilités, ben, c'est comme partout pareil dans le monde, personne ne le fait et on finit par taper sur pas forcément les bonnes personnes dans cette histoire. Parce qu'on voit sur ces images-là, sur toutes les images qui sont passées, et c'est pas la première fois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes, très honnêtement. Je vous ai pas mis d'images plus proches et tout, mais comme le disait, je crois que c'était Rodolphe hein, qui parlait de cordes. Les supporters de Junior n'étaient séparés de ceux de l'Atlético Nacional que par une ficelle. Voilà. Donc, bon. Voilà. Bref. Je le disais, on reste en Am Sud. Quart de finale des deux compétitions continentales. On va commencer forcément par la plus belle des deux, la Libertadores. Et on va se faire un petit plaisir. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être pas vu. Et si vous l'avez pas vu, ben, c'est maintenant. On va revenir hein, brièvement sur qui est qualifié. Vous avez vu, et vous étiez peut-être avec nous en direct dans la nuit de jeudi à vendredi, que Peñarol a éliminé Flamengo. Je ne vais pas mettre le recibimiento à la Rami. Je vais mettre ce qui s'est passé à la fin du match. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo. Sinon, et si vous êtes sur la version podcast, je vous invite à venir sur YouTube. Voilà ce que c'est. On dit souvent, football es un sentimiento. Voilà, attention. Voilà ce que ça donne. Je vous laisse déguster. Attention, así vendrá el zurdazo. Va el córner, va, viene el centro, el desvío, la última. ¡Ya está! ¡Terminaron la concha de tu madre! Gerson, que zurdo, coloca centro, segundo palo. ¡Ya está! Ahí está tomando de la cruz. ¡Dale, puto! El centro para Rossi. ¡Bien! Esto se acaba, señoras y señores. Rossi. ¡Ya está! Esto se termina. Va a pasar Peñarol. ¡Peñarol no va! 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 Pero será otra historia. Hoy Peñarol vuelve como los viejos tiempos, haciendo historia en el fútbol sudamericano. Elimina a Flamengo. Al igual que en sus páginas más gloriosas, Peñarol. Ouais, même le chien est heureux. El júbilo, el grito, los abrazos, el festejo interminable del público que confía en este equipo, en la garra, la entrega, en el carácter, que sostuvo el resultado. Dificilísimo por momentos, pero ahí está Peñarol, l'équipe de raza. Voilà, et ça se termine par des larmes, vous voyez les émotions. Ça faisait 13 ans. Ça faisait 13 ans que Peñarol attendait de retrouver une demi-finale de Libertadores. Je vous mets le tableau final. Ça faisait 13 ans. L'Amérique du Sud, c'est vraiment un autre monde au niveau foot. Bonsoir à toi, 01 César. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Voilà, c'est ce qu'on aime. Hein. Franchement, là, pour le coup, on est passé de... Nous aussi, hein, on se fait un ascenseur émotionnel, comme tu dis, Nostromo. Bref, voilà, tout ça pour dire, c'est aussi ça. Ça faisait 13 ans que Peñarol attendait de retrouver le dernier carré d'une compétition. Juste César, ok, ça marche. 13 ans qu'ils attendaient de retrouver le dernier carré d'une compétition. Il y a 13 ans, Peñarol était en finale de la Libertadores. Ça a donné l'un des plus beaux recibimientos de l'histoire, en tout cas de l'histoire récente des Libertadores. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais vu, à écrire recibimiento, comme ça se prononce, R-E-C-I-B-I-M-I-E-N-T-O. Peñarol Santos 2011 et préparez-vous, mouillez-vous bien la nuque. Je peux pas vous le passer parce que sinon on va se prendre un strike de la CONMEBOL, mais vous allez mouillez-vous bien la nuque avant. C'était Santos en face, c'était comme on le dit toujours le Santos de Neymar, celui de 2011 et Peñarol s'était incliné et l'entraîneur était déjà Diego Aguirre. Qui est revenu au club là, qui avait quitté le club le lendemain, au lendemain entre guillemets de cette finale de Libertadores et qui est revenu, lui qui est l'homme du titre de 87 avec un but inscrit à la dernière minute de la prolongation face à l'América de Cali. C'était le dernier titre de Peñarol, c'était en 87, 87 puisque 88 c'est national. Et donc voilà, Peñarol est de retour et vous le voyez sur ce tableau, c'est aussi cela. C'est peut-être la seule chose qu'il va falloir retenir de ces demi-finales et de ces quarts de finale de Libertadores, c'est qu'il débouche sur des demi-finales avec 3 nationalités, des clubs issus de 3 nations. Ça faisait longtemps, ça faisait tellement longtemps que c'est la première fois depuis 2017 que ça ne s'était pas produit. Jusqu'ici, on avait toujours 3 Brésiliens et un autre. Voilà. Alors,
vous le voyez, on a 2 demi-finales. D'un côté, Atlético Mineiro, River Plate. De l'autre côté, Botafogo, Peñarol. On va pas se mentir. Si on va sur les cotes, je pense qu'on est très très bien parti pour un Atlético Mineiro, Botafogo. Sauf que Peñarol fait quand même un sacré parcours, vient de sortir Flamengo, c'était un peu la bête noire de Flamengo, donc il y a aussi un petit peu ça. Ça va être très compliqué pour Peñarol de sortir Botafogo, mais match retour au Campeón del Siglo, donc en Uruguay, donc tout va se jouer à l'aller. Et pareil, match retour pour River, chez lui, au Monumental, avec une finale chez lui, au Monumental. Alors, comme le dit Nostromo, une finale River-Peñarol, ça serait vraiment chouette. Alors, très franchement, c'est pas pour faire de l'anti-Brésil, mais vraiment, pardon, c'est vrai qu'une finale River-Peñarol, remake de 66, ça serait quand même assez exceptionnel. Alors, pourquoi je dis que ça serait assez exceptionnel et je le disais, en 2017, c'était la première année où la Copa Libertadores était devenue la CONMEBOL Libertadores. Merci pour les beats, Philippe, 1981. 2017, c'était la première année où la Libertadores était devenue la CONMEBOL Libertadores, et c'est quand même Grêmio qui s'était imposé. Et depuis, là, on sort de 3 des 4 dernières finales étaient 100% brésiliennes. 3 des 4 demi-finalistes étaient brésiliennes. Le Brésil a remporté 6 des 7 dernières Libertadores. Voilà. On sait que les Brésiliens restent favoris, on sait qu'un club comme Botafogo reste favori. L'Atlético Mineiro va être très très dur, mais bon, voilà, à l'image de cette famille, les émotions, et ben on savoure parce qu'on a un petit peu de changement. Ça ne donnera peut-être une finale Atlético Mineiro Botafogo, mais au moins on aura vécu ça. Ça, c'est pour la Libertadores. Il y a aussi la Sudamericana. Alors là, la Sudamericana, on est bipolaire. On est sur du Argentine-Brésil. On a deux demi-finales Argentine-Brésil. D'un côté du tableau, on retrouve Racing qui va affronter le Corinthians. Racing qui a cartonné face à l'Atlético Paranaense de Lucho González. 4-1 au retour. Il y avait 3-0 à la mi-temps. J'ai pas été la chercher, mais il y avait une vidéo assez rigolote sortie par les médias argentins. Ils aiment bien interroger des supporters avant le match. Et il y avait un supporter qui avait les 3 premiers buteurs dans l'ordre pour Racing avant le match. Le mec, j'espère qu'il les a joués. Les 4 dernières Libertadores ont été remportées par les Brésiliens. C'est le bon moment pour casser cette hégémonie. Espérons. Après, c'est voilà, vraiment. Et pour le coup, si on revient un petit peu rapidement sur la Libertadores, Botafogo a dominé 3 des 4 mi-temps face à Sao Paulo. L'Atlético Mineiro a totalement dominé Fluminense lors du match retour notamment. Et ça reste des équipes quand même très 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 fortes, très très impressionnantes, avec des gros effectifs. Je vous invite, si vous voulez, si vous ne l'avez pas fait, il y a les comptes rendus des quarts de finale de la Libertadores qui a été publié sur Hello ce lundi. Donc je vous invite à aller les lire. Je mettrai le lien dans la description. Bref, Sudamericana, je le disais, Racing qui a éliminé l'Atlético Paranaense, 4-1 au retour, et qui affrontera, c'est une surprise pour le coup, qui affrontera le Corinthians. Un Corinthians avec forcément Memphis Depay. Donc tout le monde se dit, ah bah oui, avec Memphis Depay, oui, sauf que le Corinthians est à la rue totale en championnat. Ils sont relégables à l'heure où on se parle, comme Fluminense d'ailleurs, et alors que Fortaleza est dans le top 4 et joue le titre très clairement. Fortaleza, ça va un petit peu moins bien ces derniers temps. Fortaleza, c'était le finaliste de la Sudamericana l'année dernière, et le Corinthians, clairement, n'a pas fait de détails, parce que 2-0 à l'aller, 3-0 au retour. Voilà, donc c'est assez particulier parce que parce qu'on pourrait s'attendre aussi à ce que Corinthians lâche au bout d'un moment cette compétition parce qu'il va falloir se sauver en Serie A. Mais non, ça avance et ils sont toujours là. Comment c'est possible que Fluminense soit dans la zone rouge? Tout le début de saison avec Diniz a été cataclysmique à leur ami, et ça ne va pas forcément beaucoup mieux. Voilà, si tu n'enchaînes pas de série, et c'est aussi le problème de Corinthians, tu restes accroché en bas. D'ailleurs, Corinthians va lutter avec Fluminense et avec l'Atlético Paranaense que vous voyez éliminé. On aurait très bien pu avoir un Corinthians Atlético Paranaense qui aurait opposé deux équipes qui jouent leur survie en Serie A brésilienne. Bref, ça c'est la demi-finale d'un côté. Et de l'autre côté, on a Cruzeiro, celui qui a sorti Boca, qui s'est tranquillement, qui a géré tranquillement face à Libertad, les Paraguayens de Libertad, pour arriver en demi-finale, et qui va affronter Lanús qui a fait tomber le tenant du titre, la Liga de Quito, en 8e de finale, qui s'est sorti à l'arrache du DIM en quart de finale, et qui donc arrive en demi-finale. C'est pas la demi-finale la plus funky sur le papier. Pourquoi? Surtout parce que Lanús, et ça parlera aux amateurs, aux habitués de football argentin, c'est Ricardo Zielinski, l'entraîneur
entraîneur, donc ça veut dire que c'est une équipe qui fait surtout déjouer avant de proposer du jeu, mais Lanús est en demi-finale. Et d'ailleurs, allez, petite stat amusante par rapport à cette Sudamericana et par rapport à la présence de Lanús. Sachez que le Granate, surnom du club, n'a pas gagné un seul match, toute compétition confondue, depuis la victoire 3-1 face à la LDU en 8e de finale. C'était le 22 août. Ça fait donc un mois que Lanús ne gagne pas un match. 6 matchs disputés depuis. Donc voilà. Alors là aussi, on pourrait très bien avoir un Corinthians Cruzeiro en finale. On pourrait très bien avoir 2 finales 100% brésiliennes. Mais qui sait? Oui, c'est long aussi. C'est long. Lanús, leur spécialité, c'est endormir tout le monde. C'est un petit peu le principe des équipes de Ricardo Zielinski. Bref, tout ça pour dire, les demi-finales à partir du 23 octobre, c'est encore loin, c'est dans un mois. Il va encore se passer plein de choses. Memphis Depay a le temps de découvrir que ça va être compliqué pour qu'on le paye au Corinthians. Et plein de choses comme ça va très très vite. On verra. Mais donc, les demi-finales en Libertadores, Atlético Mineiro River, Botafogo Peñarol, en Sudamericana, Corinthians Racing et Cruzeiro contre Lanús. Voilà pour l'Amérique du Sud. On va boucler la partie news de l'Amérique du Sud là-dessus. On va aller au nord parce que cette semaine au nord, et vous allez voir que ça va se mondialiser du coup, parce que cette semaine, la FIFA a dévoilé les 12 stades qui vont accueillir sa magnifique, sa fantastique, son exceptionnel, sa grande, je sais pas, choisissez le mot le plus dithyrambique possible que vous allez trouver, compétition, la prochaine Coupe du Monde des clubs de 2025. Cette compétition, imaginez, et que l'on peut voir dans un autre sens, puisqu'elle va se tenir aux États-Unis. Une compétition qui a l'air de vouloir remplacer ce qui autrefois s'appelait la Coupe des Confédérations, qui servait de répétition générale à un an des Coupes du Monde. Si c'est le cas, ça en dit long quand même sur la place du football des nations par rapport aux compétitions de clubs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, tout ça pour dire, vous le voyez dans cette news, dans cette capture d'écran, bonsoir à Kolo Gotmoini, dans cette capture d'écran, vous le voyez, 12 stades ont été retenus. Je vais vous montrer où sont placés ces stades-là. Je vais vous le dire concrètement. Vous voyez qu'il y en a 10 qui sont essentiellement sur la zone est des États-Unis, du New Jersey jusqu'à Miami. Et il y en a 2 qui sont perdus totalement sur la côte ouest. C'est Seattle et c'est le Rose Bowl de Pasadena, donc du côté de Los Angeles. Ce que l'on sait déjà, et on le sait par l'entraîneur des Seattle Sounders, Brian Schmetzer, qui l'a dit ce week-end, c'est que Seattle va jouer ses 3 matchs de la phase de groupe à domicile. Voilà, donc il jouera chez lui sa phase de groupe. Je vais revenir dans un instant sur le format. D'ailleurs, justement, on va l'expliquer un petit peu, ce format. Ouais, le Rose Bowl. Ils vont faire un show à la mi-temps comme au Super Bowl. Peut-être, je sais pas. Attends, tu vas voir, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde des clubs. Cette Coupe du Monde des clubs va accueillir 32 équipes. Je vais vous montrer les qualifiés que l'on connaît dans quelques instants. Il y a 63 matchs sur 29 jours, ça c'est ce qu'indique la FIFA. La compétition fait beaucoup parler. Le format, les 32 équipes vont être réparties en 8 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les 8e de finale et ensuite ça se joue sur un match sec jusqu'à la finale. On a le tirage qui est prévu au mois de décembre. Il y a aussi la Gold Cup en 2025. Oui, c'est fort probable, Al-Rami. Il y a beaucoup d'autres choses en 2025. Il va y avoir des problèmes de calendrier pour certaines équipes, notamment les équipes de MLS, par exemple, qui seront présentes. Il y en a quelques-unes. Il y en aura 2. Parce que ils vont avoir la MLS. Il va y avoir la Gold Cup pour certains de leurs joueurs. Et il va y avoir la Leagues Cup qui va démarrer au mois d'août. Donc le calendrier de l'été va être très, très chargé. Tout converge vers une annulation de la Coupe du Monde des clubs. On va en parler justement dans un instant, c'est parce que c'est là que c'est drôle. On va essayer quand même de faire un petit peu le point sur l'ensemble de ces qualifiés. Donc vous voyez qu'ils ont dévoilé un logo. Je vous laisse juge de la qualité de ce logo ou pas. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Les qualifiés, pour l'instant, on en connaît 30 sur les 32. Pour l'Océanie, ça sera la victime expiatoire habituelle Auckland. Concrètement, il y a eu une édition de la dernière de l'OFC Champions League qui ne s'est pas jouée, c'est 2021 pour faute de Covid. Et ils ont pris le meilleur sur les 4 dernières années. En fait, Auckland a gagné les 3 dernières, donc voilà. Auckland City pour l'Océanie. Du côté de l'Asie, 3 équipes qui ont gagné l'Asian Champions League, Al Hilal, Urawa et Al Ain, et un qui n'a pas gagné, mais qui est l'équipe la mieux classée au classement des clubs de la Confédération asiatique. Ce sont les Sud-Coréens
d'Ulsan. Ils ont mis à l'Est pour l'audience en Europe. Très, très, très clair. Je crois que ça a été l'un des arguments, d'ailleurs. Mais oui, clairement. Par contre, les matchs qui vont se jouer sur la côte ouest, bon courage. Bref. Ça, c'est pour les qualifiés pour l'Asie. Les qualifiés pour la zone Afrique, les voici. Vous avez 2 vainqueurs seulement parce qu'il y en a un qui en a gagné beaucoup. DC1, c'est Al Ahly qui en a gagné 3 sur les 4 dernières. Donc Al Ahly et le WAC sont qualifiés en tant que vainqueurs de la C1 africaine. Et ils sont rejoints par les 2 meilleures équipes au ranking, l'Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns. Ça, c'est pour l'Afrique. Et il y a bien évidemment la CONCACAF. La CONCACAF avec les vainqueurs de la Conca Champions, que sont Léon, les Rayados, Pachuca et Seattle, et ils seront rejoints par le vainqueur du pays hôte, le vainqueur du championnat du pays hôte, donc celui qui va remporter la MLS d'ici la fin de l'année. Voilà. C'est encore ouvert, il y a beaucoup de candidats. Il reste des Européens, bien sûr. Les Européens sont 12, eux. On les connaît. Sur les 12 Européens, il n'y en a que 3 qui ont gagné l'Inter Messi. On verra. Il n'y en a que 3 qui ont gagné la Champions League. Ces 3, ce sont Chelsea, City et le Real. Les autres, c'est au ranking, au classement des clubs en UEFA, tout en sachant qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 clubs d'une seule et même fédération. Ce qui fait que vous avez le Bayern, le PSG, l'Inter, Porto et Benfica, Dortmund, la Juve, l'Atlético de Madrid et Red Bull Salzbourg qui vient là-dedans. Bon, voilà. 12 clubs européens. Bref. C'est comme cela. Et du côté de la CONMEBOL, donc je le disais, il manque un membre de la CONCACAF, vous le voyez, c'est le champion MLS, et il manque un membre pour la CONMEBOL. Pour l'instant, qualifié en tant que vainqueur de la Libertadores, les 3 Brésiliens, Palmeiras, Flamengo et Fluminense, et 2 équipes, les 2 premières au classement des clubs de l'Amérique du Sud, que sont River et Boca Juniors. Si jamais River, qui est toujours en course en Libertadores, venait à remporter la Libertadores cette année, ça ouvrirait une dernière place. Cette dernière place serait, parce qu'elle normalement elle est réservée pour le point d'interrogation que vous avez sur l'image, c'est pour le vainqueur de la Libertadores 2024. Donc ça peut être l'Atlético Mineiro, Botafogo, Peñarol ou River. Si jamais c'est River, alors ce point d'interrogation sera occupé par le club paraguayen d'Olimpia. Voilà, en gros, pour savoir quels sont les clubs qui vont se battre pour cette compétition. Vous voyez un petit peu leur répartition géographique des premiers qualifiés. Oui, il y a 12 Européens, mais bon, ça, c'est pas le plus grand problème qui se pose pour l'instant à la FIFA. Je vous rappelle que la compétition est prévue, et l'ami Gianni insiste beaucoup, du 15 juin au 13 juillet 2025. Mais pour l'instant, ça ne fait que grogner. Vous vous souvenez de la sortie de Carlo Ancelotti qui a dit que, en gros, il n'avait pas envie. Bon, il a été rappelé un peu à l'ordre par son club qui lui a dit hey, « bonhomme, attention quand même, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, même s'il n'y a pas de nouvelles annonces depuis. Il y a une rumeur, quelque chose qui avait été dit au départ, mais c'est toujours pas confirmé, qui était que les clubs vont se partager un pactole de 2 milliards d'euros. En gros, les clubs, en se qualifiant, gagnent 50 millions d'euros, et le vainqueur peut gagner jusqu'à 100 millions d'euros. Ça, c'est ce qui avait été annoncé sur le papier. Et pour le coup, tu te dis, à 50 millions d'euros, quand tu t'appelles River, même Ulsan, on en parlait en live l'autre soir, quand tu t'appelles Ulsan, t'es content, 50 millions d'euros, tu rachètes la K-League. Bref, sauf qu'il y a un petit souci, indépendamment du fait que les joueurs qu'il y ait des joueurs qui grognent, 2 milliards dont 2 euros pour Auckland, mais non, mais tu vois, par exemple, c'est 50 millions à chaque participant. Donc 50 millions pour Auckland, c'est monstrueux. Auckland est un club semi-professionnel. Je rappelle que les seules équipes professionnelles en Nouvelle-Zélande jouent en A-League australienne. Bref, tout ça pour dire que ça grogne parce que, et ça a été évoqué un petit peu dans le chat, la FIFA n'a toujours pas de diffuseur pour sa compétition. Il y avait eu des négociations qui avaient été ouvertes par Apple, notamment, pour l'Amérique du Nord, Apple avait proposé $1 milliard pour justement pour la diffusion, sauf que la FIFA voulait 4 fois plus. Voilà, ça correspondait à peu près au quart de ce que voulait la FIFA en droit. Personne pour l'instant ne s'est intéressé à la compétition. Aucun diffuseur international n'est dessus. Ouais, c'est énorme, 1 milliard. Personne n'est dessus. Personne ne semble intéressé. Et la FIFA a organisé une réunion de crise il y a une dizaine de jours, le 19 septembre. On n'a rien eu. Et l'autre problème qui se pose, c'est que la FIFA ne semble pas avoir trouvé de sponsor.
à sa compétition. Vous voyez que sur toutes les annonces qui ont été faites, il n'y a aucun sponsor qui apparaît. Les annonces des stades, il n'y a pas de sponsor, rien. Ils n'ont pour l'instant pas trouvé, ils n'ont, semble-t-il, pas trouvé ni sponsor ni diffuseur, ce qui va quand même poser un petit problème. Surtout si tu veux mettre un prize money de 2 milliards, enfin un prize pool à se partager plutôt de 2 milliards d'euros. Bon, c'est pas que la FIFA les a pas forcément, mais voilà. Pour l'instant, Gianni pousse, appuie sur cela. Elle veut affirmer sa domination mondiale sur la compétition, peut-être, mais pour l'instant, personne ne semble intéressé. Certains clubs ne semblent pas intéressés, et il est sûr que si la prime promise n'est plus celle qui avait été annoncée au départ, il y en a peut-être qui vont faire marche arrière. Et marche arrière, c'est la transition parce qu'on va en profiter, parce qu'on parle de la Coupe du Monde des clubs. Vous vous rappelez que la Coupe du Monde des clubs, c'est tous les ans, machin, c'est ce qui avait remplacé la Coupe intercontinentale, la fameuse Coupe intercontinentale. Ça a remplacé à partir des années 2000. Sauf que la FIFA n'a pas arrêté l'idée de la Coupe intercontinentale. Et la Coupe intercontinentale, elle se joue tous les ans. Et ça, c'est l'autre scandale du moment. Et vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, je ne sais pas. La Coupe intercontinentale 2024 se déroule et a déjà commencé. Elle a commencé il y a une dizaine de jours. Pourquoi elle a déjà commencé il y a une dizaine de jours? Parce que la FIFA a décidé de changer le format de sa coupe intercontinentale. Alors on se souvient qu'à l'époque, l'intercontinentale, au tout départ, n'opposait que le vainqueur de la C1 européenne au vainqueur de la Libertadores. Ensuite, il y a eu une pseudo-ouverture avec l'Afrique, avec le champion d'Afrique, le champion d'Asie, le champion d'Océanie. Et voilà. Il y avait un système qui était, et le champion d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Il y avait un système qui était plus ou moins contestable, où tout le monde n'affrontait pas tout le monde, et voilà. Mais vous aviez par exemple le vainqueur européen qui arrivait en demi-finale, comme le vainqueur de la Champions League européenne, et les autres s'éliminaient un petit peu avant pour avoir arrivé en demi-finale. Et donc la FIFA a décidé que sa Coupe du Monde des clubs qui avait remplacé l'Intercontinental, que l'Intercontinental allait revenir. Et l'Intercontinental, donc, je le disais, elle a démarré. Et regardez-moi le format qu'ils nous ont trouvé. Il est absolument magnifique. Ils ont créé un petit peu, on va dire, 3 compétitions pour avoir la chance de pouvoir croiser le champion d'Europe. Voilà, concrètement, le Graal de cette intercontinentale, c'est de pouvoir affronter le Real Madrid. Et je le disais, elle a déjà commencé, parce qu'ils ont donc divisé par plusieurs zones. Ils ont fait ce qu'ils appellent une African Asian Pacific Cup. Donc, en gros, on met tout le monde, on met l'Asie, l'Océanie, l'Afrique ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, et c'était la semaine dernière, à l'heure où on enregistre, Al Ain, le champion d'Asie, a affronté Auckland City, le champion d'Océanie, victoire 6-2. Et donc, Al Ain, fin octobre, ira jouer contre Al Ahly au Caire. Le vainqueur de ce match-là se qualifiera pour ce qu'ils appellent maintenant la Challenger Cup. Ça vous donne aussi le niveau du truc. Et la Challenger Cup va donc opposer le vainqueur d'Al Ain à Al Ahly à celui qui va gagner ce qu'ils appellent le Derby des Amériques. Et le Derby des Amériques, c'est donc le vainqueur de la Conca Champions face au vainqueur de la Libertadores que l'on ne connaît pas encore. Et comme on ne le connaît pas encore, forcément, ce Derby des Amériques, il va avoir lieu un petit peu plus tard. Et là où, par exemple, la finale de leur trophée Afrique-Asie-Océanie se joue au Caire entre Al Ahly et Al Ain, le Derby des Amériques, lui, va se jouer à Doha. À Doha, le 11 décembre. Donc, le 11 décembre, Pachuca est le vainqueur de la Libertadores, qui aura été élu le 30 novembre, qui aura joué un match de championnat normalement 3 jours auparavant. Le 11 novembre, ces deux équipes s'affrontent à Doha. Le vainqueur de ce match-là affrontera le vainqueur d'Al Ahly Al Ain le 14 décembre, 3 jours plus tard. Et donc, le vainqueur de cette Challenger Cup affrontera le Real, qui arrivera tranquillement pour ne disputer qu'un seul match, le 18, face à un adversaire qui, s'il vient des Amériques, aura donc dans les pattes son 3e match de la compétition en une semaine, après avoir joué un match de championnat quelques jours avant. On peut donc bien me dire 4 matchs en 10 jours. Tout va bien, c'est parfait. Pourquoi Doha? C'est pour l'écologie, probablement. C'est sur terrain neutre. Sur terrain neutre. Voilà. Pourquoi c'est sur terrain neutre, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas te dire. Donc concrètement, le Real Madrid va pouvoir arriver tranquillement en tongue le 18 décembre, passer les fêtes au Qatar. Alors pourquoi à Doha? Alors ça va tomber avec l'anniversaire, l'Intercontinental, ça tombe avec l'anniversaire de la dernière Coupe du Monde. Le 18 décembre, ça vous rappelle peut-être que le 18 décembre 2022, c'était la finale de Coupe du Monde. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que vous voyez ce qu'ils ont fait de l'Intercontinental. Sachez que cette histoire n'est pas éphémère, n'est pas
en attendant la Coupe du monde des clubs, la FIFA précise bien que c'est une nouvelle compétition annuelle. Voilà, donc tous les ans, on aura droit à cette catastrophe absolue. Très honnêtement, moi je l'avais annoncé sur Twitter, on ne la suivra pas. C'est un scandale, une telle compétition. On espère que les Américains, notamment, vont la boycotter ou envoyer des équipes Z. Je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'il y aura un peu d'argent au bout. On vous invite, en tout cas, vous tous, à la boycotter totalement. Je ne sais même pas s'ils ont un diffuseur, mais c'est un pur scandale. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. De l'Intercontinental, il y avait bien d'autres choses à faire. Et donc, voilà, tous les 4 ans, je pense que ça sera la Coupe du Monde des... Enfin, je pense pas. Tous les 4 ans, ça sera la Coupe du Monde des clubs de juin, qui aura lieu tous les 4 ans, qui remplace donc plus ou moins la Coupe des Confédérations à l'époque, qui opposait les 6 champions des confédérations en termes de nations. Et donc, celle-là, on va y avoir droit à cette pseudo-intercontinentale. On y aura droit tous les ans, donc, et vous l'avez vu, tous les ans, de septembre à décembre, avec un rythme totalement dingue à la fin. 30 compétitions tuent les compétitions, mais la FIFA ne regarde que le portefeuille. Après, l'intercontinentale a un sens, tu vois ce que je veux dire? Si elle était organisée de manière sympa, elle aurait un vrai sens. C'est-à-dire que si tout le monde pouvait se jouer, elle aurait un sens. Là, elle avait déjà peu de sens parce que tu pouvais râler si tu étais africain ou si tu étais asiatique ou océanien, parce que tu avais un parcours plus long. Elle n'a quasiment plus de sens. Donc voilà. Voilà, donc on vous appelle à boycotter cette compétition, et c'est terrible, hein, parce que l'Intercontinental a vraiment un poids historique, elle a permis des évolutions sur les compétitions. Il y a eu une période où ça a été compliqué dans les années 70. Il y a un article, hein, sur Lucarno Posé au sujet de l'histoire des Coupes du Monde des Intercontinentales. Je vous mettrai le lien aussi dans la description, il est présent sur Hello. Mais cette année, il n'y en aura pas, on ne le suivra pas, et on vous invite à en faire autant. Voilà. C'est sur ce point que l'on va conclure la partie news de la semaine. Et voilà, donc j'espère que vous boycotterez tout ça. Parce que ça en vaut la peine de boycotter cette horreur. Déjà, l'Intercontinental, je ne la regardais pas, alors cette merde encore moins. Ouais, bah en fait, après, l'Intercontinental avait du sens, mais il y avait d'autres choses à faire. Absolument trop d'argent tue l'argent, ça va exploser quand ils pourront plus recevoir les montants qu'ils demandent en droit télé. Bah, on le voit, comme tu dis, alors Amig, on le voit déjà, hein, là, la Coupe du Monde des clubs, franchement, ça doit commencer à serrer un petit peu. Personne se bouscule, il n'y a pas l'air d'y avoir de sponsors. Attention quand même. Surtout que là, en plus, tu vois, autant l'Intercontinental, aussi scandaleuse soit-elle, elle va monopoliser 3 stades au Qatar, hein. Tu vois ce que je veux dire? Autant là, on parle d'organiser 63 matchs sur 12 stades aux États-Unis, avec toute la logistique et les dépenses que ça entraîne. Attention. Dans une période qui sera un petit peu compliquée. Voilà, à voir si ça peut ne pas se faire. La FIFA a les yeux plus gros que le ventre. Avec la Coupe du Monde des clubs, probablement. Bref, allez, on va passer au dossier de la semaine. Et vous allez voir, il va être question de Ligue 1 et de MLS. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est possible. Et donc, je le disais, il va être question de France. On va parler de France. Ça fait incroyable quand même. Et oui, parce qu'on a beaucoup parlé, hein, ces derniers temps, de la santé fragile des clubs français, du fait, notamment, hein, avec la fameuse histoire des droits télé, toujours ces histoires de droits télé, qui tuent la compétitivité, la capacité à attirer des joueurs. Et donc, ça m'a fait penser à certaines choses. Cucho Hernandez vient à Rennes. Ah, c'est avec plaisir. Avec grand plaisir. Je vais répondre juste à ta question, Nostromo. Je pense que c'est l'idée, que la Coupe du Monde des clubs serve de répétition générale de la Coupe du Monde des nations, comme le faisait, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme le faisait la Coupe des Confédérations autrefois, qui était organisée 1 an avant la Coupe du Monde, et qui était franchement pour le coup une compétition qui avait aussi un peu de sens, où tu mettais le champion d'Europe, le champion d'Asie, le champion d'Afrique, le champion des Amériques, enfin le champion de la Gold Cup, le vainqueur de la Copa América, et le vainqueur en Océanie, et c'était sympa. Mais bon, je pense que c'est l'idée, Nostromo. Je pense que c'est l'idée, mais là pour l'instant ils ont du mal à la vendre avec les clubs. Et voilà, mais ça en dit long, hein, comme je disais, sur la façon dont les nations sont considérées vs les clubs. Bref, on passe au dossier, je le disais. On va s'intéresser justement à ce qui se passe en Ligue 1 avec la crise, concrètement, la crise économique, parce que cette histoire m'a fait penser un petit peu, quand même, à ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 80.
Et je me suis dit que c'était l'occasion de se dire, mais de regarder comment les États-Unis ont fait pour s'en sortir justement de cette crise, et ils l'ont fait via la MLS. Il ne va pas être question de dire hein, la MLS c'est trop bien, la Ligue 1 c'est pourri, machin, c'est pas l'idée, hein, juste de vous dire, de faire quelques parallèles, et puis je vais en profiter, ça va me permettre aussi d'en profiter pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la MLS et pourquoi ils sont sur un modèle vertueux, avec certaines choses qui ont des limites, je le sais, notamment la notion des franchises, etc., etc., mais vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Alors, si on regarde du côté de la Ligue 1, il y a un rapport qui avait été publié par Deloitte. Je mettrai le lien, bien évidemment, dans la description. En 2022-2023, les clubs français se sont partagés des revenus qui arrivaient aux alentours à peu près des 2,3-2,4 milliards d'euros, 2,38 pour être précis, ce qui correspondait à peu près à des revenus d'environ 119 millions en moyenne pour chaque club. Et dans ce modèle, dans le modèle de la Ligue 1, le modèle économique de la Ligue 1, les droits télé, à l'époque, représentaient environ un tiers des entrées d'argent générées par les clubs. Voilà. Sur ces 2,38 milliards, il y avait 706 millions d'euros de droits télé. Ça faisait à peu près 30% des entrées d'argent. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas les entrées majoritaires pour les clubs de Ligue 1, hein, les droits télé. Bref. Sauf que dans ce même modèle, et selon ce même rapport, je peux vous montrer même une petite infographie. Hop, il faut juste que je puisse la retrouver, si elle veut bien arriver. C'est pas celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Dans le modèle de la Ligue 1, toujours selon Deloitte, un rapport de 2022-2023, hein, donc ça remonte à il y a 2 ans, les salaires représentent 77% des revenus. La masse salariale totale des clubs en 2022-2023 représente 77% des revenus des clubs. À titre de comparaison, et vous le voyez sur ce graphique, c'est 66% en Angleterre, c'est 70% et en Italie, c'est 70% en Espagne, et en France, et en Allemagne, le plus vertueux, c'est 55%. C'est-à-dire qu'un club de Bundesliga n'investit pas investit à peine plus de la moitié de ce qu'il gagne dans les salaires. Et le souci qui s'est posé avec la Ligue 1, et c'est en cela qu'on les a beaucoup entendus, c'est la chute des droits télé, puisque en 2022-2023, dans ce modèle-là, on était à 706 millions d'euros, et selon le papier de l'équipe il y a un mois à peu près, hein, pareil, je mettrai le lien, cette année, les clubs n'auront plus que 160 millions d'euros à se répartir en Ligue 1, selon les chiffres hein, de l'équipe publiés il y a quelques semaines. Ça fait une baisse de 80%. Donc vous comprenez que ça fait quand même des pertes de revenus, alors que les salaires, pendant ce temps-là, ils n'ont pas baissé. Et très clairement, ils n'ont clairement pas baissé. Et donc, voilà le problème. Et pourquoi ça m'a fait penser... pourquoi cette histoire de Ligue 1 m'a fait penser un petit peu à ce qui s'est passé aux États-Unis? Parce que ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au milieu des années 80, à l'époque de la NASL. Alors pour les plus anciens, à la fin des années 70, début des années 80, il y a un football professionnel aux États-Unis qui a vraiment pour le coup le vent en poupe, hein, qui est porté par des stars internationales comme Pelé, comme Cruyff, comme Beckenbauer. C'est la NASL, et Pelé a joué un grand rôle là dans l'explosion de son développement, et la NASL à l'époque dépense sans compter, mais vraiment sans compter, dans des salaires absolument faramineux, sauf que va se produire le choc pétrolier, va se produire une récession au début des années 80, et un petit peu comme ça s'était passé à la fin des années 20, début des années 30 aux États-Unis, le football va en pâtir fortement. Et à l'époque où la NASL commence à vaciller, vous allez voir pourquoi j'ai fait le parallèle, les salaires représentent 70% des budgets des clubs. Voyez le parallèle. Ça a fini par aboutir à la fin de la NASL qui s'éteint en 1984. J'en avais parlé dans un magazine, le numéro 2, Hello Mag numéro 2, où je parle de la fin de la NASL. Donc vous pouvez aller voir cet article si vous le souhaitez. Il y a aussi une interview d'un ancien joueur passé par la NASL. Alors il n'est pas question hein, ici de jouer les Cassandres, de dire la Ligue 1 va mourir, machin. Les maillots sont très baseball. Ouais, je sais pas, ils sont très leur côté vintage, il y en a certains qui sont très très beaux. On fera un débat un jour sur les maillots de NASL, MLS, parce qu'ils les ressortent. Mais bon, c'est là que c'est intéressant, parce que donc la NASL, elle, est allée jusqu'à disparaître. La Ligue 1 ne disparaîtra pas, hein, on ne va pas le souhaiter,
mais certains clubs vont en souffrir, mais la NASL, elle, est allée jusqu'à disparaître. Et donc, quand ils ont recréé un championnat professionnel, la MLS, les Américains se sont servis de cette expérience de la NASL et ont mis en place un nouvel équilibre, ont mis en place un nouveau modèle, un nouveau système, et c'est ce système dont la Ligue 1 pourrait s'imposer. Ce système, vous l'avez deviné, c'est ce qu'on appelle le salary cap. Et donc, c'est aussi pour moi l'occasion de vous raconter comment ça fonctionne un petit peu. Donc, depuis ses débuts, depuis son arrivée, au milieu des années 90, la MLS a mis en place un système dans lequel la masse salariale des clubs est fortement encadrée. C'est ce qu'on appelle donc le salary cap, en français, le plafond salarial. Ce plafond, il est fixé en accord avec le syndicat des joueurs, il y a des conventions collectives, elles sont disponibles librement, vous pouvez aller les consulter, elles sont même en français si vous voulez... les consulter, je vous mettrai le lien. Tout est lisible, tout est clair, tout est transparent. Et donc, ça permet de réguler ses dépenses en termes de salaire par rapport aux entrées. Et ça a un autre avantage, c'est que comme il est mis à l'échelle de la Ligue, ben, ça pousse à une meilleure équité. Voilà. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas, parce que je vous parlerai des chiffres des salaires en Ligue 1, vous allez voir qu'il y a un salaire moyen, et si vous enlevez le PSG, le salaire moyen diminue fortement. Bref. Tout ça pour dire que ça contribue à ça. Pour vous donner une idée, pour vous donner un chiffre, en 2024, le salary cap, parce que le salary cap évolue depuis qu'il a été mis en place, c'est très bien pensé, Rodolphe, exactement. Depuis qu'il a été mis en place, il évolue chaque année, et d'ailleurs c'est fixé, je vous mettrai le lien, vous verrez, il évolue chaque année, il croît chaque année, du verbe croître, pas du verbe croire. En 2024, il est de 5,47 millions de dollars. Voilà, ça c'est le budget salaire, la masse salariale maximale des clubs. Et pour vous donner une idée, pour vous donner à quel point il évolue, en 2027, il dépassera les 7 millions de dollars. Voilà. Ce salary cap, il a depuis subi quelques petits ajustements, quelques petites, je ne vais pas parler de dérogation, mais de nouveaux outils qui sont venus se greffer dessus. Le premier, c'est celui dont vous avez forcément, pour tous les clubs, c'est par club, 5,47 millions de dollars par club. Chaque club a un salary cap pour ses joueurs de 5,47 millions de dollars. Pour aller un petit peu plus loin, je vais essayer de pas trop entrer dans certains détails parce que déjà ça va perdre et ça va être compliqué. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour vous donner une idée, les équipes aussi sont limitées à 30 joueurs. Il y a 20 joueurs qui correspondent à ce qu'on appelle la partie senior qui entrent dans ce salary cap. Et il y a d'autres joueurs avec des salaires minimums et des salaires maximums. Et il y a d'autres joueurs qui sont le deuxième roster, 10 joueurs qui, eux, ont un autre salaire minimum et un autre salaire maximum. Tout est fixé par des conventions collectives, je le disais. Et donc, concrètement, quand un joueur arrive en MLS, il y a un salaire minimum, il y a un salaire maximum, et pour le club, il y a une masse salariale globale. Mais, il y a des outils, mais si les revenus de la Ligue baissent, le salary cap baisse. On va en parler, justement. Ça ne marchera pas en France, je ne sais pas. De toute façon, ça ne peut pas marcher dans un système où tout le monde ne le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne suis pas sûr que tu puisses imposer un salary cap au PSG. Mais vous allez voir où je veux en venir. Donc je pense que ça ne se fera pas, mais voilà. C'est pour dire qu'au lieu de jouer, au lieu de geindre et de pleurer et de dire plutôt que d'aller au restaurant acheter DAZN, il y a des modèles. Il y a des modèles qui peuvent être mis en place à l'échelle collective pour empêcher que tout le monde se casse la figure. Voilà, c'est juste. Et c'est juste ce qu'a fait la MLS. Donc, et puis j'en profite donc pour expliquer comment ça fonctionne. Le premier des outils qui a été ajouté, vous le savez probablement tous, c'est Beckham, c'est 2007, c'est le Designated Player. Le Designated Player, c'est un joueur qui n'entre pas dans ce salary cap. À l'époque, vous pouviez choisir un joueur sur lequel vous pouvez, en gros, c'est faites ce que vous voulez au niveau du salaire. Et lui n'est pas comptabilisé dans le salary cap. En fait, pour être plus exact, son salaire est dans le salary cap, son salaire compte pour le salaire maximum. Tout ce qui va au-dessus n'entre pas, n'est pas calculé. Aujourd'hui, les clubs ont droit à 3 DP, des Designated Players. J'entre pas trop dans le détail sur d'autres types de players, les homegrown players et tout, je veux pas perdre tout le monde. Il y a 2 autres outils qui sont des petites variables d'ajustement que peuvent utiliser les clubs et que vous voyez passer de temps en temps. C'est TAM et GAM. Pareil, je vais essayer d'être assez concis. Le TAM, c'est en fait M dans les 2 cas, c'est pour allocation money. C'est une sorte de cagnotte. Le TAM, c'est ciblé et le GAM, c'est général. Le TAM, c'est pour un joueur, pour attirer, par exemple. Ça a été créé en 2015 et c'est très souvent pour les joueurs étrangers. En gros, avec le TAM, tu peux recruter un joueur dont le salaire et le transfert sortent du salary cap sans leur attribuer le statut de designated player. Et pareil, en gros, tu as ton salary cap.
Et avec le TAM, c'est une cagnotte supplémentaire qui est de 2,4 millions de dollars pour chaque club en 2024. Tu peux piocher dedans pour donner un petit peu plus d'argent à ton joueur. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. Le TAM, c'est sur un joueur, le GAM, c'est sur un autre général. C'est n'importe quel joueur. Bref, et je vous dis, j'entre pas trop dans le détail parce que voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas l'Inter Messi à l'époque. Mais l'Inter Messi respecte son salary cap. Et je vais en parler un petit peu de l'Inter Messi. Mais donc, ce qu'il faut savoir, pour résumer un petit peu, vous avez pour chaque club une masse salariale encadrée, 5,47 millions de dollars, à laquelle, qui est avec un seuil, et vous avez, avec dans ce budget, pour payer vos joueurs, une grille salariale, un salaire minimum, un salaire maximum, voilà. Et vous avez des outils qui vous permettent d'ajuster un petit peu cela, le TAM et le GAM, pour payer un petit peu plus. Et vous avez le statut de designated player pour pouvoir payer quelqu'un au-dessus du salaire maximum, sans que ça impacte votre plafond salarial. Et donc, voilà, avec donc une limite de 3 joueurs. Je le disais, les effectifs sont plafonnés à 30 joueurs. Vous ne pouvez pas avoir plus de 30 joueurs dans votre effectif. Une liste principale de 20 qui entre dans le salary cap et une liste complémentaire de 10 joueurs qui n'entrent pas dans le salary cap. Donc ces 5 millions de dollars sont pour les 20 joueurs de votre liste principale. Et je le disais, des salaires minimums et des salaires maximums. Alors vous allez me dire, c'est joli, mais concrètement, qu'est-ce que la MLS gagne avec ce système? Alors déjà, elle a trouvé ce que la NSL n'avait pas, c'est-à-dire un équilibre. Un équilibre et une stabilité financière. Alors, pour les investisseurs, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect franchise. C'est plus facile comment dirais-je, et je l'entends, hein, l'argument. Quand tu as des franchises, pas de promotion et de relégation, c'est plus facile d'investir dans un club. Oui, sauf que la NASL, c'était déjà un système de franchise et ça n'a pas empêché sa chute. Mais donc, ce système a permis de trouver un équilibre. Et le deuxième levier sur lequel la MLS a joué pour pouvoir continuer d'avancer et continuer de croître, et là, on va en parler, et là, vous allez voir, hein, on va faire la bise à Vincent Labrune, c'est les droits télé. Et comment elle a fait? Eh bien, tout simplement, elle s'est mise d'accord avec une plateforme sur un contrat longue durée qui assurait un minimum annuel. Cette plateforme, vous le savez, c'est Apple, c'est ce qu'on appelle le MLS Season Pass. C'est ce fameux deal avec Apple. Pour info, il est de 250 millions de dollars annuels pendant 10 ans. Chaque année, Apple donne 250 millions de dollars pour diffuser l'intégralité de la MLS sur sa plateforme. Si vous comparez à ce qu'on avait en Ligue 1, c'est pas exceptionnel. Si vous comparez même à ce que DAZN a proposé, c'est pas exceptionnel. Et là, vous pouvez mais il a des avantages. Le premier avantage, c'est qu'il vous sécurise une entrée régulière, 250 millions de dollars, sur 10 ans. Donc sur 10 ans, tu peux déjà te projeter un petit peu plus. Et le deuxième, donc en gros, au fait, aussi, tu évites de passer de 700 millions d'euros il y a 2 ans à 160 cette année. Tu vois, donc c'est un vrai plus. Déjà, toi, quand tu es un club et que tu budgétises sur du long terme. Et le deuxième, c'est que ça a permis d'augmenter les droits télé de la MLS. Parce que, évidemment, ils vont pas augmenter sur les 10 prochaines années. Mais ils avaient déjà des contrats. Ils avaient des contrats avec Fox, ESPN, Univision, qu'ils n'ont pas cassés. Donc Fox, ESPN, Univision continuent de diffuser la MLS pour à peu près le même prix, à peu près 90 millions de dollars. Et donc, en gros, la MLS est passée en 10 ans de 65 millions de dollars à 340 millions de dollars minimum de droits télé pour ces clubs. Vous voyez déjà qu'on progresse. Alors, si vous répartissez ces 340 millions de dollars entre les 29 équipes, ça fait environ 10 millions. Et certains clubs peuvent rajouter des contrats, ils signent des contrats avec des diffuseurs locaux qui peuvent aller de 5 à 10 millions. Bon, bref, j'entre pas dans le détail. Mais en gros, au max, pour un club de MLS, les droits télé représentent 20 millions d'euros. Si je traduis en euros et en arrondissant grosso modo, c'est 20 millions d'euros. Et donc, vous vous dites, 20 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Sauf que, avec le système du salary cap, etc., par exemple, la masse salariale de l'Inter Miami, puisqu'il était question de l'Inter Miami, la masse salariale de l'Inter Miami, c'est 27 millions d'euros. En Ligue 1, ça serait l'équivalent de Lens, et c'est juste en dessous de Nice et Rennes. Je crois que Nice et Rennes sont à 28 millions d'euros à peu près. Donc voilà, l'Inter Miami a une masse salariale globale de 27 millions d'euros, ce qui ne l'empêche pas de lâcher 10 millions d'euros annuels pour Lionel Messi, qui est designated player, où Sergio Busquets prend 6 ou 7 millions aussi à l'année. Les salaires sont disponibles, vous pouvez aller voir ça. Je mettrai un lien vers un site qui s'appelle Capology, vous verrez les salaires en MLS, mais aussi en Ligue 1. Et donc, 27 millions d'euros de budget, rien que les droits télé, c'est minimum 20 millions, c'est environ 20 millions d'euros max. Rien qu'avec les droits télé, on a quasiment couvert les salaires en MLS. Voilà.
Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce système, d'un système vertueux, et on s'est appuyé sur une plateforme avec une renommée qui n'a pas forcément lâché le PIB des États-Unis pour y aller. Et là, on fait la bise à Vincent Labrune et à la façon dont il a traité, par exemple, Canal+, parce que Canal aurait très bien pu lâcher des contrats de 350 millions, 400 millions d'euros sur 10 ans. Donc voilà. Donc ça leur coûte pratiquement rien en salaire. Au final, c'est déjà, tu vois, t'es déjà quasiment à l'équilibre rien qu'avec les droits télé. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors les salaires sont pas les mêmes. Bon, quelques chiffres. En termes de salaire en 2024, le salaire moyen en MLS, c'est 433 000 euros. En incluant tout le monde, hein, ok ? D'ici 2032, ce salaire annuel devrait doubler. En France, c'est bien au-dessus, bien évidemment. Selon ce fameux site, Capology, le salaire moyen annuel en Ligue 1, c'est 1,3 million d'euros. Et là, je disais, si tu enlèves le PSG, parce que le PSG fausse un petit peu, c'est-à-dire que la masse salariale totale en Ligue 1, elle est de... Alors attendez, je crois que j'ai le chiffre quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Elle est de 689 millions d'euros. Le PSG à lui tout seul, c'est 208. Hein, donc voilà. Donc en gros, si vous enlevez le PSG de la Ligue 1, le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1, c'est 1 million d'euros. Donc c'est à peu près un peu plus du double de celui de la MLS. Mais pour vous donner une comparaison avec des pays européens, parce que j'ai vu passer le message de Kolo Muani par rapport à la compétitivité financièrement, le côté est-ce que pour les joueurs étrangers c'est rentable de quitter l'Europe, le salaire moyen d'un joueur en MLS est supérieur au salaire moyen d'un joueur aux Pays-Bas et au Portugal. Voilà, on est sur des chiffres qui sont aux alentours des 400 000 euros pour des joueurs en salaire moyen aux Pays-Bas et au Portugal. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va garder de tout ce que je viens de vous dire sur ces deux modèles qui ont été mis en place? On met des garde-fous pour stabiliser économiquement ces joueurs, ces clubs, et de l'autre côté, on signe des accords longue durée avec un diffuseur pour mettre en place un système à l'équilibre qui permet, pour le coup, d'attirer des joueurs et qui permet au championnat de progresser. Parce que, pour vous donner une idée par rapport au continent, aujourd'hui, en 2024, le salaire moyen de la MLS est supérieur à un salaire moyen offert en Liga MX qui a longtemps été vu comme le championnat le plus riche d'Amérique du Nord. Et il n'y a qu'un seul pays qui offre des salaires supérieurs à la MLS, c'est le Brésil, mais l'écart est très faible. Je vous parlais de 430 000 euros pour la MLS. On est à 500 000 euros pour le salaire moyen au Brésil. Donc on commence à le rattraper, sachant que le salaire moyen en MLS ne va faire qu'augmenter. Messi augmente la moyenne, ça ne veut rien. Messi est le seul dans ce cas-là. Et au PSG, PSG augmente la moyenne de tous les clubs de France. Et je te dis, la masse salariale de l'Inter Miami, c'est celle de Lens. Voilà, c'est celle du RC Lens, à peu près. Et tout ça pour dire que sur ces deux leviers sur lesquels ils ont joué et sur lesquels la Ligue 1 pourrait jouer à l'échelle de la Ligue 1, là on ne parle pas de mettre ça en place au sein d'un club. Et je l'ai vu le message, Saint-Etienne a tenté le salary cap, ça marche pas. Mais parce que si tu le fais tout seul, t'es mort. C'est pas compliqué. Le système a fonctionné parce que c'est la Ligue qui l'a mis en place. Et ça donc maîtrise tout, ça évite toute dérive et ça évite aussi d'être dans une bulle qui, un jour ou l'autre, peut éclater. Et ça n'empêche pas d'attirer des talents notamment venus d'Amérique du Sud. On se souvient de Miguel Almiron, on parle de Thiago Almada. Et ça n'empêche pas non plus de signer des stars. Alors vous allez me dire, certains sont vieillissants comme Messi et Suarez. Je rappelle que Zlatan est passé par la MLS et est revenu derrière en Europe pour continuer de briller. Donc c'est une piste. C'est une piste que la Ligue 1 pourrait peut-être suivre, ne suivra sans doute pas parce qu'elle n'est pas capable de prendre des décisions collégiales ou de prendre de telles mesures, parce qu'on sait très bien que dans une ligue où il y a un club comme le PSG, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Mais voilà, plutôt que d'essayer de courir après des droits télé hors sol pour compenser des dépenses salariales démesurées, elle devrait peut-être se dire, notre bulle est en train d'éclater, un petit peu comme la NASL a éclaté à une époque, et plutôt que d'attendre la disparition de ces clubs, on en voit certains qui ont commencé à disparaître et d'autres sont amenés peut-être à souffrir très fortement, elle devrait se dire, il est peut-être temps de penser un petit peu à autre chose et d'envisager un modèle plus stable. Pas forcément plus équilibré, même si vous voyez ce système MLS est plus équilibré, mais au moins un système plus stable. Voilà, c'est une piste, et ça permet aussi pour vous de comprendre un petit peu comment ça fonctionne en MLS et pourquoi ce championnat ne cesse d'avancer et de progresser au fil des années. Donc c'était un petit peu l'idée de ce dossier. Mais ce modèle est viable dans le contexte de l'Europe quand tu dois lutter avec les autres championnats?
Bah, garçon, c'est quoi la compétitivité des clubs français en Europe? Je te Attends, j'ai le chiffre parce que je me suis amusé, hein. Je me suis amusé. Il y a eu 161 finales européennes qui ont été disputées depuis le début des coupes d'Europe. La France en a disputé 14, en a gagné 2. On risque quoi? Voilà, je pose la question. On risque quoi? La MLS peut faire cavalier seul. La MLS était derrière le Mexique et la MLS, en mettant son système, la stat qui fait mal. Bah oui, non, mais c'est ça aussi. Bon, on parle de compétitivité. Moi, je veux bien. Sur les dernières années, le seul club compétitif véritablement en Europe, c'est le PSG parce qu'il est hors sol. Donc, on a quelques exploits de temps en temps chez les autres, mais voilà, on est au niveau des Pays-Bas et on est au niveau des Pays-Bas et du Portugal. Et les Pays-Bas et le Portugal sont dans des salaires, somme toute, assez proches de ce qui se passe, en MLS, par exemple. Tu parles d'attractivité des joueurs et tu te retrouves dans un pool de clubs européens. Mais l'attractivité des joueurs, elle se fait avec les salaires. Et je viens de te montrer. Les salaires, on attire quoi? Parce que c'est pareil, moi je veux bien, hein, Red. On attire quoi comme joueur en France? Et qu'est-ce qui empêche? Et la MLS peut faire venir Messi. La France a fait venir Messi ou Neymar. La MLS fait venir du Ibrahimovic, fait venir du Messi. Elle est capable d'attirer. Elle est capable de payer ces joueurs-là. Donc voilà. C'est possible. En fait, ça n'empêche pas. Tu vois, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le salary cap stricto sensu dans lequel la MLS fait venir Messi sur une jambe. Il arrive d'où? Il arrive d'où, Messi? On l'a fêté comment quand il est arrivé chez nous? Donc voilà. La MLS fait venir, attire des joueurs, est capable d'aller chercher des jeunes Sud-Américains pour ensuite les revendre en Europe. La bise à Thiago Almada. Même nous, on ne le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc la compétitivité, voilà. Hein. Mais si c'est une anomalie, est-ce que Zlatan, c'était une anomalie? Il y a des exemples. Il y a des exemples. Ils en sont capables. Et à terme, ils seront capables d'attirer un petit peu plus. Tu vois? Hein. Donc voilà. Et pour le coup, la compétitivité, et justement, si tu dois. Alors, la compétitivité, on va pas comparer à l'Europe, mais regardons, comparons par rapport à l'échelle de l'Amérique du Nord. Le Mexique ravageait tout le monde. En Amérique du Nord, hein, il n'y avait pas photo. Hein, moi, je me souviens, il y a 10 ans de ça, même un peu plus. C'est une anecdote que je raconte souvent. J'avais discuté avec un joueur français qui était passé par la MLS. Il m'expliquait que quand il jouait en Conca Champions, il avait affronté une fois Santos Laguna. Les mecs, ils avaient envoyé les U19, ils s'étaient fait promener. Aujourd'hui, les Mexicains, ils n'envoient plus les U19. Et ils promènent plus personne. Regarde, le Crew cette année a tapé les Rayados et Tigres à Monterrey. Donc la compétitivité à l'échelle continentale, ils l'ont. Ils sont les seuls à avoir un salary cap. Ils sont les seuls à avoir un salary cap à l'échelle nationale. Donc voilà. Après, très franchement, je pense que la France n'a pas grand-chose à perdre. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle aussi qu'on est on est la deuxième division de l'Europe. C'est pas grave. Voilà, on n'est qu'une une solution de tremplin pour certains joueurs. Et voilà. Donc la compétitivité des clubs français à l'échelle européenne, voilà. Je vous rappelle quand même, je le disais, hein, 14 finales sur 161. Les Pays-Bas, c'est 17 finales, 11 titres. Le Portugal, c'est 18 finales, 7 titres. Voilà. Sur 161 finales européennes. Donc on est même en dessous des Pays-Bas et du Portugal. Voilà. On a la meilleure deuxième division d'Europe, je sais pas. Mais tu vois, c'est ça le truc. Par exemple, l'attractivité. Si Vinicius se barre en MLS, je dis ok. Mais c'est pas la question. Mais Vinicius, s'il se barre de Liga, il ira pas à Marseille. Hein. Il ira pas à Rennes. Donc, tu vois ce que je veux dire, Red? Donc la notion d'attractivité, on est sur des seconds marchés. On est comme la MLS, on est sur des seconds marchés. Sauf que tu vois, par exemple, quand Thiago Almada part de Vélez, il va pas en France, il va en MLS. Aujourd'hui, il va arriver en France, mais sur un montage un peu chelou, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc c'est Griezmann qui va aller dans 6 mois, c'est attractif. Bah oui, mais après il y a d'autres éléments qui font qu'un joueur choisit un championnat plutôt qu'un autre. Ou tu vois, par exemple, Lloris et Giroud, je pense que tu vois, Lloris par exemple, il est pas revenu à Nice, ou à Lyon, mais je pense que c'est parce qu'il y a d'autres raisons. Le mec a envie de sortir de l'Europe et de la pression qui est pas forcément la même, ça c'est sûr. Mais bon, mais voilà, tout ça pour dire que je suis pas sûr qu'on y perde en attractivité. Et c'est une réflexion. Après, tu vois, c'était juste une réflexion de manière générale. On va pas se mentir, hein, on sait qu'ils le feront pas parce que c'est pas possible de prendre de telles décisions. Tu peux plus. Le PSG va te dire ah bah non, nous on peut pas faire de salary cap, sinon on sera pas compétitif au niveau européen.
Donc, du coup, c'est quel modèle pour un championnat de seconde zone et on perd tout. Du coup, c'est quel est le modèle pour un championnat de seconde zone et on perd tout espoir de gagner une Coupe d'Europe. Mais t'as des espoirs de gagner une Coupe d'Europe encore, Red? Et puis alors, on va dire les choses très clairement. Moi, je regarde les parcours d'un Feyenoord, par exemple. Très franchement, je pense que la France devrait se contenter d'essayer de gagner. La France, j'exclus le PSG. Hein. Devrait jouer à fond la Conference League, qui est peut-être plus taillée à son ordre. Et regarde les parcours de certains Néerlandais, regarde les parcours de certains Portugais, des choses comme ça dans ces compétitions. Et je pense qu'on serait bien. Mais bon. Mais bon, on va pas se mentir, hein, Red, ils installeront pas ce système. Bref. Voilà. Bref, on arrive à la fin de cette partie, on va passer à la dernière. Ouais, 1h20, pas mal, j'avais dit 1h30 max. Franchement, le mec qui revient, il arrive à tenir ses engagements, c'est fort, c'est beau. Rennes, ça devait viser la Conference League. Mais Colo, je vais même pas être méchant, tous les clubs français, à part le PSG, devraient viser la Conference League. Voilà. Les autres, tu vas te faire des épopées, mais tu sais que tu n'iras pas au bout. Et on va pas se mentir, tu peux pas lutter avec du City, avec du Bayern, avec de l'Inter, avec du Real, tu peux pas. Tu vas peut-être de temps en temps faire un exploit, mais tu vois, on en revient à ce qu'on disait par exemple sur la Libertadores, savourer les moments. Il y a de très fortes chances que la finale, ça soit Atlético Mineiro, Botafogo. Hein. Mais l'OM peut le faire en Europa. Peut-être. Après, quelle star internationale l'OM a attiré là? Non, les clubs français, c'est la majorité des clubs français, Red, c'est l'Europa League. Marseille et Monaco et Lyon, enfin Lyon, bonne époque, enfin tu vois ce que je veux dire. Marseille et Monaco, je veux bien l'Europa League. Mais les autres, je suis désolé. Moi, je sais que ça a beaucoup énervé du côté de Rennes quand je disais putain, mais ça serait bien que Rennes joue en Europa League, en Conference League. On te tombe dessus, mais t'as envie de dire, mais si, mec, c'est la seule. Ouais. Højbjerg et Greenwood, pour toi, c'est le top européen? Je sais pas. Salut Pierre. T'arrives à la fin. Hein. T'arrives juste pour les Golasso Hello, et puis tu vas aimer parce que pour le coup, il y a 2 Colombiens. Donc, non, mais c'est pas l'Aréné qui se voit trop beau, Colo. C'est que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde préfère jouer l'Europa League ou préfère jouer la Champions. C'est logique, mais oui. Là t'as Chelsea en Conference League cette année, oui. Oui, je sais. Et puis t'avais la Roma, et puis t'avais, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, c'est comme ça. Après. Voilà, l'idée c'était, je rappelle, hein, l'idée de ce dossier, c'était vraiment de parler un petit peu, voilà, de montrer un modèle et d'expliquer, ça permet aussi d'expliquer comment fonctionne la MLS. Donc voilà, Séville qui gagne l'Europa League il y a 2 ans en finissant 15e de Liga, chez nous c'est impossible que ça arrive, oui. J'aurais préféré jouer la Conference League que l'Europe il y a 2 ans. Ouais, bah ouais. Gérard quitte le football colombien, Pierre. Argentin, je suis pas sûr que... Oui, demi-finale de l'OM la saison passée, oui. Je sais. Mais je sais. Mais je l'ai dit. À l'échelle française, Monaco et Marseille pour l'Europa League, PSG pour la Champions, et les autres, ils devraient viser que la conférence. Mais bon, faut pas le dire trop fort. Bref, enfin, tout ça pour dire que sur ce modèle-là, si tenté on l'adoptait à l'échelle nationale, ce qui sera jamais le cas, hein, puisqu'on a le PSG, notamment, on ne serait pas moins compétitif puisqu'on ne l'est déjà pas vraiment. Donc voilà. Bref, donc il n'y a pas grand-chose à perdre dans l'absolu. Non, on n'a pas eu de finale. On aurait pu, hein, tu vois, mais... Ah, Argentin. Ah oui, c'est vrai. Oui, et puis surtout, c'est dur quand on est supporter de Boca. Bref, allez, on va passer à la dernière rubrique de la soirée. On va passer à la rubrique des Golasso Hello. Oui, parce que forcément, qui dit retour de lucarne américaine dit retour des Golasso Hello. Quand même, les amis, on va pas... Il y a des traditions qui se respectent. On va regarder la sélection de la semaine. Je vais vous montrer la sélection de la semaine. Pierre est arrivé parce qu'il a senti qu'il y avait des buts colombiens. Ouais, il y en a. C'est la première fois que je fais ça, mais il n'y avait pas le choix. Pour le coup, il n'y avait pas le choix, je trouve, par rapport à tout ce que j'ai vu. Alors, j'en ai peut-être raté. Hein. Je rappelle que cette sélection, 4 candidats, que cette sélection ne concerne que des membres des Amériques, donc du nord jusqu'au sud, du fin fond du Canada jusqu'au bout de la Patagonie, chilienne ou argentine, selon vos préférences. 4 candidats, vous allez les découvrir, je vous les montre maintenant. Un point commun à ces 4 candidats, aujourd'hui, il y a une thématique. Il faut aimer, frapper de loin. Allez, je vous laisse déguster la sélection et on se retrouve juste après.
Voilà, je vous avais dit, je vous avais dit qu'il fallait aimer les frappes de loin. Et c'est la première fois que je mets 2 fois la même équipe. En plus, c'est 2 fois le même match. Pensez pour le gardien de Boyacá Chico qui a pris ces 2 buts-là de l'Atlético Nacional. Voilà, il faut aimer les frappes de loin. Il y a un peu tous les styles. Il y a la demi-volée puissante, il y a la grosse frappasse dans la lucarne, il y a la petite passe. Et il y a le coup de génie final avec le lob face au leader en plus du championnat, la U de Chile. Bref, voilà. Le dernier, mon préféré, je vais vous expliquer. Vous allez avoir une semaine pour élire votre but préféré. Je vais mettre cette sélection sur Twitter, je vais la mettre aussi sur le Discord de Lucarne Opposé. Il va y avoir la vidéo des Golasuelo qui sera disponible en replay de manière autant que vous voulez sur YouTube avec un lien vers le Twitter. Vous allez avoir une semaine pour choisir votre préféré. Et puis on connaîtra donc le vainqueur du Golasuelo de ce lundi 30 septembre lors de la prochaine Lucarne américaine. Voilà. Vous avez une semaine pour faire votre choix. Bon courage, parce qu'il y a de sacrés buts. Oui, sur le Discord aussi, Red. Voilà. On arrive au terme de cette émission. C'était un plaisir de vous retrouver. On est à presque 1h30. J'avais dit pas plus d'1h30. Vous voyez, comme quoi j'arrive à respecter mes engagements parfois. Pas toujours, mais parfois j'y arrive. Les rendez-vous de la semaine, on va se donner rendez-vous. Je l'avais annoncé un petit peu pendant le live, mais je vais en profiter pour l'annoncer là. On va se donner rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi parce qu'on a un Columbus Inter Miami. Donc, on va se faire plaisir sur ce Columbus Inter Miami. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h30 du matin. On a une session MLS, donc on la fera. Et on regardera Columbus Inter Miami. Sinon, samedi prochain, je crois que ça rejoue. Oui, ça rejoue en MLS, donc soirée nord-américaine. Et surtout, entre les deux, vendredi, la nouvelle émission. Ça s'appelle Dans la Lucarne. Aux alentours de midi 30. Oui, ça paraît bizarre, midi 30. Donc en mi-journée, où on se fera un petit focus sur 3 rencontres à suivre sur la planète Hello dans le week-end. 3 rencontres de toute la planète Hello. Donc ça peut être aux Amériques comme en Asie ou parfois en Océanie. Les lives sud-américains vont pas tarder à reprendre. Alors il y en a eu avec la Libertadores. Et après les dimanches soirs, ça va dépendre des affiches que l'on a le dimanche à 23h. Et en ce moment, c'est pas dingo. Je sais qu'il y avait River Talleres hier soir, j'aurais peut-être dû le faire, ça aurait fait plaisir à Pierre, mais bon, pas sûr qu'une semaine me suffise pour choisir. Je suis désolé, ma foi, va falloir faire un choix. À vous de jouer maintenant, les gars. Bref, voilà, donc les rendez-vous mercredi vers 1h20, 1h30 pour Columbus et Inter Miami, qui a des airs de finale de conférence avant l'heure. Soirée nord-américaine samedi soir, peut-être une soirée sud-am dimanche prochain à voir, mais surtout vendredi midi et demi dans la Lucarne, la nouvelle émission de Lucarne Opposé, où on passera un peu moins d'1 heure pour justement présenter quelques matchs du week-end, forcément sous le prisme Lucarne Opposé. Merci à tous ceux qui ont été présents dans le chat. Merci à ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, qui écoutent sur les replays que je dépose sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir Lucarne Opposé, vous le savez, ça peut être soit en prenant des subs, que ce soit sur Twitch ou sur Kick, soit en allant vous faire plaisir aussi en achetant nos magazines ou en achetant nos livres. Et puis voilà, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas, donc je le disais, à nous suivre pour que ça soit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous avez toute la liste. Bonne soirée à tous. Et rendez-vous donc mercredi pour le prochain live. Sinon, rendez-vous lundi prochain pour la prochaine Lucarne américaine. Salut tout le monde.